les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Réforme des retraites. Emmanuel Macron dispose-t-il d'une majorité pour faire voter ce texte à l'Assemblée? Vaincre ou mourir? En effet, selon France Inter, Emmanuel Macron ne disposerait pas du nombre de députés requis. Ce qui fait qu'à ce stade, le texte serait bloqué par les députés à l'Assemblée nationale. Ce serait une très grosse défaite, encore une, pour Emmanuel Macron après le vote sur le pass vaccinal. La question que l'on peut se poser, quel a été le mode de calcul de France Inter? Eh bien, il suffit de regarder. Ils ont demandé aux députés LR. Seuls 15 ont assuré qu'ils voteraient pour, 16 voteraient contre ce projet de loi et 20 députés qui resteraient ont refusé de répondre aux questions de France Inter. Dans ces conditions, il suffit de faire un petit calcul et puis le voilà. Réforme des retraites, projection des votes au sein des groupes et alliances de l'Assemblée nationale. 271 voteraient contre et 264 voteraient pour. Il manque donc de très nombreux députés pour que ce texte de loi passe. Il y a encore des incertitudes parce que de nombreux députés bayreuths ne sont pas véritablement favorables à cette réforme des retraites. Nous avons même des députés LaREM qui non plus ne veulent pas voter. Donc, manifestement, Emmanuel Macron n'a pas la majorité pour faire voter la réforme des retraites. Il y a des indices qui ne trompent pas. La presse est en train de présenter Emmanuel Macron comme un loser, celui qui fait perdre son camp. En témoigne cet article du Figaro. Ça m'a coûté mon élection et 100 €. Comment le discours tamac de Macron a plombé ses candidats aux législatives. Ce discours avait été juste avant le vote et Macron avait tellement été ridicule en dramatisant la situation que tout le monde s'était moqué de lui. Et puis, le coût de l'allocution du chef de l'État en juin à Orly a été sous-évalué de moitié, selon la commission des comptes de campagne. Si on ouvrait une parenthèse, à peu près tous les comptes de campagne d'Emmanuel Macron présentent de graves irrégularités. Une retenue pour irrégularité a été infligée à plusieurs candidats. Bon, c'est pas forcément le discours de tarmac qui a fait perdre les députés macronistes, il y a la politique d'Emmanuel Macron et puis surtout l'événement du Stade de France où on a vu la réalité de la société française et un ministre mentir en direct. C'est la première fois en effet dans l'histoire qu'un ministre accuse les victimes d'être responsables du chaos. Et nous avons d'autres journalistes, je pense à ceux de Valeurs Actuelles, qui tapent très fort sur le gouvernement. Le gouvernement fake news, et surtout au niveau des retraites. Alors je ne vais pas réouvrir ce dossier-là, puisque je l'ai abondamment traité dans mes numéros précédents. Et puis, hier soir, il y avait un débat entre Olivier Véran, représentant du gouvernement, et quand on a un tel avocat, on sait déjà que le gouvernement est coupable, Olivier Véran, avocat de la réforme des retraites. C'est vous dire si la réforme est pourrie. Mathilde Panot représentait la France Insoumise et il y avait Jordan Bardella, représentant du Rassemblement National. J'ai regardé ce débat et ce qui m'a surpris, c'est pas surpris, enfin Jordan Bardella a dominé le débat de la tête et des épaules. Alors, c'est un sentiment patriote. S'il y avait eu peut-être Florian Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, on aurait eu certainement le même résultat. Mais comme, j'ai envie de dire, le bon sens est de notre côté, c'était relativement facile, avec le talent de Jordan Bardella, d'écrabouiller Olivier Véran. Comme en témoigne cette séquence. C'était 60, 65, 60, 67, 60. Non, pas du tout. Donc là, bah si, non. je t'assure, bah si, j'ai lu, j'ai travaillé avant de venir vous voir. Je t'assure. Ah bon? Oui, j'ai les documents, si vous voulez, de votre programme. Oui, allez-y. Je vous les montrerai en loge, si vous en êtes d'accord. Oui, mais moi, je l'ai là. C'est mis sur Internet. Oui, mais j'ai tout l'historique, même de Jean-Marie Le Pen, père, si vous voulez. C'était 67. Quand vous étiez au Parti Socialiste à l'époque et que vous militez pour la retraite à 60 ans? Alors, je revendique totalement d'avoir été au PS. Je sais avec pas si M. Dussopt, maintenant, qui joue le bourreau social après avoir été au PS et après avoir milité pour la retraite à 60 ans. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir. Faites attention, le terrain est glissant. Moi, je revendique d'avoir été au PS. Vous revendiquez Jean-Marie Le Pen avec tout ce qu'il a avec, la création du FN, bref. Mais vous voulez pas répondre sur la retraite? Mais je vous réponds. Au lieu de rétro-pédaler dans la smoule depuis 20 minutes. Olivier, j'allais dire Olivier Bardella, j'ai fait une fusion. Jordan Bardella est détendu, souriant, il maîtrise bien le dossier. Olivier Véran, vous remarquez son attitude, même la gestuelle, on le sent agressif,
agressif, sur la défensive. Il veut mordre en retrouvant des vieux dossiers qui datent du Front National, mais le Front National n'est pas le Rassemblement National. Déjà, c'est une chose, hein, il y a eu une inflexion au niveau de la ligne de ce parti qui est passé d'un parti un peu pétiniste à un parti un peu plus gaulliste, en témoigne d'ailleurs Tanguy ou Bardella. Donc, les accusations de Véran sont malheureuse, tandis que Jordan Bardella, Monsieur Véran, vous pédalez dans la semoule, m'a fait bien rire. Et puis Jordan Bardella a proposé une conclusion à ce débat tout à fait remarquable. Nous allons aussi l'écouter. Jordan Bardella, 1 minute. Je veux dire aux Français qui nous regardent ce soir que ce qu'ils vivent dans leur quotidien, que ce soit le saccage social organisé par le gouvernement, l'inflation, les faillites d'un certain nombre d'entreprises et les angoisses qu'ils peuvent vivre au quotidien, que ça n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence de choix politiques, que c'est la conséquence de choix politiques qui ont été décidés au plus haut sommet de l'État et parfois contre l'avis d'une très large majorité de Français. Cette réforme des retraites, tout le monde l'aura compris, 7 Français sur 10 l'auront compris, c'est à la fois la baisse des pensions et la hausse des efforts pour les Français les plus modestes. Moi, je viens dire à tous les Français ce soir, ça n'est pas une fatalité. On va se battre et ils peuvent compter sur le Rassemblement national dans les prochaines semaines pour se battre contre cette réforme qui va être douloureuse pour les plus modestes, pour permettre un système de départ à la retraite sauvé au XXIe siècle par la productivité, par le patriotisme économique, par la réindustrialisation, par l'amélioration de l'emploi des jeunes, par la priorité nationale. Il y a 1001 façons de redonner de l'enthousiasme à notre pays. Je leur dis juste, ne croyez pas les porteurs de chaos qui se succèdent à la tête des plateaux télé et qui vous expliquent que tout va mal, que tout va s'effondrer et que vous allez devoir travailler plus longtemps parce que cette situation-là n'est jamais et ne sera jamais une fatalité. Bon, c'est évident que le camp patriote a des choses à proposer et on espère que le Rassemblement national ouvrira un petit peu plus ses bras vers tous ceux qui composent le mouvement gaulliste. Sans transition, on va passer à une décoration qu'a reçue André Berkoff, parce que c'est une belle décoration. On va tout de suite regarder. Et oui, André Berkoff a été aligné par l'Express. C'est pas la meilleure décoration, ça? Oui, être vilipendé par l'Express est aujourd'hui du même ordre qu'être exécré par n'importe quel vindicte fasciste. L'inverse de la Légion du déshonneur du sociopathe président attribué au pire canaille. Et quand on parle de pire canaille, on se souvient de certains ministres qui ont eu des gros démêlés avec la justice et qui ont reçu cette Légion d'honneur, ou on pense à certains éditorialistes ou patrons de presse qui vont dîner secrètement avec le président et qui le cachent à leurs lecteurs. Dire la vérité, eh bien, c'est diaboliser. André Berkoff est diabolisé. Si on continue le syllogisme, c'est un bon soldat de la réinformation et de la vérité. Sans transition, on va ouvrir le dossier Vivre ou mourir. Alors, Vivre ou mourir, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui a été financé par Nicolas Devilliers, le patron du Puy du Fou. Vous avez peut-être vu le spectacle, et bien maintenant, vous avez le film. Alors, tous ceux qui aiment l'histoire de France attendent avec impatience de prendre leur ticket. J'espère que vous serez nombreux à aller voir le film. Je ne vais pas juger de la qualité, puisque je ne l'ai pas encore vu, mais je suis très impatient parce que... Par contre, j'ai visionné la bande-annonce et ça m'a donné des frissons. Alors je me suis dit, il faut absolument que je voie ce film. Et quand Libé sort sa une, j'ai envie de le voir 2-3 fois. Le Puy du Fou. Pourquoi Libération attaque une œuvre d'art, un film? J'ai lu d'ailleurs un premier article d'Écran Large qui manifestement n'a pas grand-chose avec une critique de cinéma. Ils ont prononcé le mot 3 fois Bolloré, 3 fois Trump, 3 fois Donald Trump, 3 fois fasciste, et puis voilà, comment dirais-je, l'article était terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un journaliste de gauche écrit sur une œuvre d'art, il n'a que des insultes et des constructions, des diabolisations qui n'existent que dans sa tête. Ces personnages sont tellement bas qu'ils ne peuvent que se rehausser en imaginant un ennemi fantaisiste, le fameux péril fasciste dont ils nous servent à chaque élection, dont ils nous servent la mauvaise soupe. On sait que tout ça, c'est du mensonge. Alors, lorsque j'ai lu l'article sur le Puy du Fourbe dans Libération, ils nous disent « Attention, il y a un péril trumpiste ». C'est très intéressant. On est passé du péril fasciste maintenant au péril trumpiste, avec comme base le fameux assaut du Capitole. Voyez là le révisionnisme historique. S'il y a des gens qui ont manifesté après l'élection
de Joe Biden, c'est qu'ils ont eu l'impression que leur vote n'avait pas été vraiment pris en compte, que cette élection avait été déloyale. Est-ce que l'histoire leur donne tort? Eh bien, d'après les Twitter files d'Elon Musk, en effet, l'élection était déloyale parce qu'il y a eu une collusion entre le FBI, les réseaux sociaux, la presse aux ordres et le Parti démocrate. C'est strictement interdit par le premier amendement de la Constitution américaine. Ça, Libération ne nous rappelle pas. Alors après, quand ils nous parlent de complots plus ou moins chrétiens, je sais pas quoi, je voudrais juste leur rappeler qu'aujourd'hui, les chrétiens, la vie du chrétien en France, c'est ça. C'est des églises qui sont incendiées. Ce sont parfois des messes qui sont interrompues par des fanatiques avec des gens qui se font agresser dans les églises. Et je rappelle que dans le monde, la première religion qui est persécutée, c'est la religion chrétienne. Alors, on aimerait un peu plus de respect, avoir une construction intellectuelle un peu plus approfondie de la part des journalistes de gauche. Mais c'est peut-être trop demandé. On a l'impression de toute façon qu'ils n'ont que l'injure. Ça me rappelle un type qui m'avait écrit lorsque j'ai lancé cette chaîne. Il m'a dit, en 93, on n'a pas terminé le travail. Vous imaginez ce que cela signifie lorsqu'on parle de moi. Je voudrais aussi rappeler à ces gens qui admirent tant la Révolution française que c'est ce qu'on considère comme la mise en place du totalitarisme. C'est-à-dire que la Révolution française, par la terreur, a tué un nombre incroyable d'innocents, qui a empêché la liberté de culte. Et ces gens-là viennent nous dire que c'était au nom de la liberté ? Il faut savoir que les bolcheviks, lorsqu'ils ont étudié la Révolution française, ils se sont dit c'est ça qu'il faut mettre en place. La terreur stalinienne s'est appuyée sur les éléments de la Révolution française. Et puis, j'ai entendu dire un type de la France insoumise que nous, à droite, on aime bien Napoléon. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments historiques. Napoléon, c'était le protégé de Robespierre. C'est lui qui a maté la révolution monarchiste devant l'église Saint-Roch, et ça a été une véritable boucherie. Qu'il a pris le pouvoir parce que tout simplement, les révolutionnaires avaient mis un tel chaos en France qu'il n'y avait qu'un militaire pour ramener de l'ordre. Comme disait Balzac, c'est sûr qu'on est obligé de se plier devant le légitime Napoléon, tant il nous a apporté de gloire. C'est certain. Maintenant, est-ce qu'on est nostalgique de son règne? Non, parce que il n'y a pas de liberté et de démocratie. En tant que gaullistes, nous défendons les libertés, nous défendons l'idée de débat. Et ce que nous reprochons justement à la France insoumise, c'est qu'ils n'ont comme seul argument, ce n'est pas vraiment un argument, que des insultes qui sortent de leur imagination. Ils nous ont créé un péril fasciste, tout simplement parce que ce sont des petits personnages, ils ont besoin de se rehausser. Un péril fasciste, évidemment, qui n'existe que dans leur imagination. En tout cas, le véritable péril fasciste que moi je vois, c'est Emmanuel Macron. Il ferait mieux de se concentrer sur celui-là. On va passer maintenant à la page... Ukraine. Alors, d'abord, une initiative d'Arnaud Clasfeld. Je supportais de tout mon cœur l'Union européenne parce que je croyais qu'elle était garante de la paix sur le continent. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, elle nous entraîne vers la guerre sans même vouloir rechercher un compromis et sans demander évidemment l'aval populaire. Est-ce que nous voulons vraiment la guerre? Je ne crois pas. Bon, nous savons très bien depuis la guerre en Serbie que l'Europe, c'est la guerre. Nous en avons juste une confirmation, et c'est bien que certains intellectuels qui ont vécu sur des illusions commencent à comprendre. Alors, Arnaud Clasfeld a lancé une pétition contre la Troisième Guerre mondiale pour le Donbass. Bravo, bonne initiative. Hein. Si vous voulez soutenir, n'hésitez pas à signer la pétition. Et puis nous avons appris quelque chose qui prouve que ça se passe pas très bien, comment dirais-je, chez Zelensky. En effet, il y a de très nombreux ministres de Zelensky qui démissionnent. Alors pour quelle raison? Eh bien, le nom de Kirilo Tymoshenko, l'un des rares collaborateurs du président en place depuis l'élection de Volodymyr Zelensky en 2019, et qui supervisait notamment des projets de reconstruction des installations endommagées par des frappes russes lors du conflit, a pour sa part figuré dans plusieurs scandales en Ukraine, y compris avant le déclenchement de l'offensive russe. En octobre, il a notamment été accusé d'utiliser pour son usage personnel un tout-terrain donné à l'Ukraine par le groupe General Motors à des fins humanitaires. Vous avez Oleksiy Simonenko, vous avez d'autres personnages dans l'entourage
de Zelensky qui sont en train d'être démissionnés. Alors que se passe-t-il? On a l'impression que ça commence à bouger en Ukraine. Beaucoup de gens ont compris que la guerre était perdue, que si on continuait à ce rythme, il n'y aurait plus de soldats ukrainiens, ils seraient obligés justement d'utiliser les soldats de l'OTAN. Pourquoi veulent-ils livrer des chars? Parce que l'armée ukrainienne est presque écrasée. Donc ils sont obligés de remplacer l'armée ukrainienne complètement dévastée, détruite, par des soldats de l'OTAN, c'est-à-dire des Français, des Allemands, etc. Est-ce que nous voulons cela? Je ne crois pas. Il faut absolument, dans ces conditions, militer pour la paix. Voilà, j'ai terminé ce journal. Demain, c'est Australgadé. Je ne sais pas si je pourrais faire un petit numéro. Là, j'ai dû le faire un peu dans la précipitation. J'espère malgré tout que vous avez apprécié ce que je vous ai dit. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt. Voilà, allez, bye.